Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Aujourd'hui, Marine et Damien nous partagent leur folle aventure. Ils ont parcouru plus de 6600 km à vélo avec leurs 2 chiens en 108 jours. Leur destination, le Cap Nord. Dans cet épisode, ils nous expliquent toute leur organisation en passant par le matériel nécessaire, sans oublier leurs nombreuses péripéties. Cet épisode est un peu plus long que les autres, alors n'hésite pas à l'écouter en 2 fois. S'il t'a plu et que tu souhaites soutenir Tweep, je t'invite à lui laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Je te souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous les deux et bienvenue sur le podcast Tweep. Bonjour Alicia. Je suis super contente de vous avoir puisque ça fait longtemps déjà qu'on s'est contacté pour cet épisode pour parler de votre traversée à vélo avec vos 2 loulous. Est-ce que vous voulez bien commencer par vous présenter ? Donc moi c'est Marine, j'ai 34 ans, je suis la maîtresse de Enlou, qui est un berger australien et qui va avoir 5 ans. Moi l'idée c'était de pouvoir avoir un chien et de pouvoir voyager avec lui, donc on a entrepris plusieurs voyages ensemble, notamment l'Amérique du Sud, l'Europe en van et plus récemment un voyage à vélo. Et donc moi c'est Damien, j'ai 35 ans, donc voilà, je suis le maître de, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de Majo, qui est une femelle croisée berger australien labrador. Et du coup voilà, donc j'avais pas forcément pris un chien, je voulais un chien au moment où je l'ai eu, mais pas forcément pour voyager comme Marine le voulait, donc voilà, et c'est arrivé que finalement cette chienne-là a découvert pas mal de pays maintenant. Trop bien, donc vous aviez tous les 2 vos chiens de votre côté et du coup vous avez fondé votre famille à 4 ensuite en vous rencontrant. Exactement, chacun avait son chien. Et du coup ça a été la cohésion entre les 2 loulous ? Oui, parce que en fait c'est un mâle et une femelle et ils se sont tout de suite bien entendus. Donc au début Enlou était un peu plus entreprenant on va dire, et finalement la cohésion a fini par se faire avec tout le monde et on est bien habitués. Il a fallu un temps d'adaptation parce que passer de 1 chien à 2 chiens, c'est finalement pas du tout la même chose, que ce soit pour les balades, que ce soit dans le quotidien aussi pour prendre nos marques. Et on a notamment été reprendre des cours d'éducation parce que on faisait mal les choses en fait, de passer de 1 chien à 2. Un chien qui avait un bon niveau d'éducation on va dire, et Majo un peu moins, qui connaissait vraiment juste les bases. Et du coup c'était génial parce qu'on a appris plein de choses, notamment quand on croise d'autres chiens dans la rue, nous on avait tendance à dire stop, assis, pas bouger, sauf que les chiens étaient focus sur les autres qui arrivaient et du coup ils avaient qu'une envie, c'était d'aller leur sauter dessus, alors que non, maintenant on sait qu'il vaut mieux avancer, vraiment être sur nos chiens s'il n'y a pas forcément de rencontre avec les autres. Voilà, on avance, on garde le mouvement et ça fait partie des choses par exemple qu'on a appris, donc c'était très intéressant. Ok, ouais, c'est super intéressant, surtout que ça veut dire qu'avant, c'est quelque chose que vous faisiez séparément, je veux dire, de vous arrêter dès que vous croisiez un chien, ou vous avez mis ça en place à partir du moment où vous aviez 2 chiens. En fait, on a vraiment mis ça en place quand on a eu 2 chiens, parce que l'attraction, elle est forte. On a des chiens qui font 24-25 kilos, et quand on a les 2 en laisse, finalement, on sent qu'on peut être vite emporté si on est amené à croiser d'autres animaux, des personnes qui n'ont pas forcément envie de les lâcher, par exemple. On est dans un endroit où on doit maintenir les chiens souvent en laisse, donc nous quand on veut les lâcher on va plutôt en forêt, mais voilà, c'était quelque chose à apprendre, et si on voulait pas se faire embarquer par les chiens, on avait tendance à se dire en les faisant s'asseoir, ils vont pas bouger, mais ils aboyaient, même ils se bataillaient un peu entre eux des fois, du genre laisse-le moi, j'étais le premier sur le coup. Donc c'était un petit peu compliqué, donc finalement reprendre les cours d'éducation tous ensemble, ça a remis des bonnes bases pour tout le monde, surtout pour nous les maîtres, pour avoir les bons codes en fait. Je voulais rajouter qu'en fait depuis qu'ils sont ensemble, même s'ils n'ont pas grandi ensemble pendant les 4 premières années, en fait ils se sont créés une meute tous les 2. Okay. C'est-à-dire que maintenant ils sont vraiment frères et sœurs, on va dire ça comme ça, et ils défendent un peu... leur meute à eux, c'est-à-dire la tribu, moi, Marine et eux 2, donc ça a été marrant de découvrir la façon dont ils réagissaient vis-à-vis des autres maintenant, quoi. D'accord, parce que pareil, c'est quelque chose qu'ils faisaient pas forcément avant. Pas du tout, hein. Surtout Majo, qui est vraiment une chienne très très calme. Non, elle s'est appropriée la famille, et du coup, avec Enlou... ils ont l'instinct de défense, de protection. Tous les 2 vis-à-vis de nous, quoi.
Ah ouais, super intéressant. Et il y a d'autres choses comme ça que vous avez dû apprendre après? Enfin, si, il y avait... Nous, on leur avait mis des harnais parce que au début, on allait un peu courir, marcher avec eux. Et en fait, ce harnais, on s'était dit, c'est génial, c'est pratique en fait pour aller les balader parce qu'il y avait une poignée aussi. Donc c'était plus simple des fois que de les retenir à la laisse et au collier. Et en fait, l'éducateur, qui moi était mon éducateur quand Enlou était chiot, que je l'ai connu depuis les 2 mois d'Enlou, il m'a dit ouais, mais ton harnais, en fait, ton chien, il a envie de faire de la traction avec. Donc si tu lui as appris à courir avec, à faire de la traction, c'est pas la bonne chose aussi que de lui mettre pour aller faire la simple balade. Donc il me dit, il faut que tu gardes en fait la balade où il est en collier, où il va marcher au pied, ou alors quand tu vas le lâcher et qu'il va être libre, et vraiment le harnais quand tu vas aller faire du sport avec lui et que tu veux qu'il aille vers de la traction, par exemple pour de la course à pied, du canicross. D'accord, ok. C'est aussi une chose qu'on a appris notamment avec lui, et puis il y avait plein de petites choses comme ça, mais qui ont été vraiment très intéressantes, et à un moment, on est passé d'un chien à 2 chiens, et il faut pas avoir de honte entre guillemets. Enfin, on s'est dit mais finalement on sait pas faire avec nos chiens. Mais non, faut pas avoir honte de se dire on va reprendre un cours d'éducation parce que on en ressent le besoin aussi pour être bien en harmonie, on va dire, tous ensemble. Non, mais c'est trop bien que vous souligniez ça parce qu'effectivement, tu peux aller voir un éducateur au début, ou même pas au début si tu te sens à l'aise et que ça roule comme ça. Mais faut pas hésiter, voilà, s'il y a des changements ou des peurs qui s'est créé ou un gros changement de vie. Pourquoi pas aller voir un éducateur de nouveau. J'ai pas mal vu ça aussi avec les familles qui avaient juste un chien et qui ont eu un enfant par la suite avec des changements de comportement, pareil comme vous le disiez tout à l'heure, de défense de la meute en fait, qui n'avaient pas avant, quoi. Donc c'est super intéressant. Oui, complètement. Et après, il y a aussi eu ce côté-là quand on a été voir un éducateur. Enlou, en fait, on l'a laissé, par exemple, quand on a voyagé avec lui, quand on a commencé à voyager, on l'a aussi beaucoup laissé en libre parce qu'on était dans des grands espaces, parce qu'on avait la capacité à le faire. Et finalement, reprendre une vie de ville après ça, une vie où on a été aussi confiné, ça a été compliqué de reprendre en fait ces bases-là avec la laisse, avec la marche au pied. Et finalement, ça nous a fait du bien de faire une petite piqûre de rappel en se disant voilà, on a peut-être oublié des choses. Moi aussi, en tant qu'humaine, j'ai oublié des choses avec lui. Donc, on s'y remet tous ensemble et puis ça va faire du bien, quoi. Ouais, c'est clair. Non, c'est une trop bonne idée. Pour revenir un peu sur ce que tu as dit au début, Marine, toi, tu as adopté un chien pour voyager. Donc, tu voyageais déjà un petit peu et tu t'es dit, je vais adopter un chien et je l'emmènerai en plus avec moi. Ou tu as fait les deux en même temps. Ce que je veux, c'est voyager avec mon chien et c'est tout. En fait, oui, je voyageais déjà parce que j'ai la chance d'avoir une famille Air France où j'ai mon grand-père qui était steward, mon papa qui travaillait dans le fret aérien, et du coup, on a beaucoup bougé quand on était petit avec mes frères et mes parents. Enfin, voilà, chaque année, on partait au moins une fois à l'étranger, et cette envie de voyage et ce mode de vie un peu m'a beaucoup plu. Donc, c'était plutôt des vacances avec mes parents. Mais j'ai eu envie de continuer à voyager parce que pour moi, ça fait vraiment partie d'un de mes équilibres de vie. Je voulais pouvoir voyager sans dire je mets mon chien chez un pet sitter à chaque fois. Enfin voilà, il faisait aussi partie de mon équilibre à cet instant-là. Il le fait toujours, et il le fera toujours. Mais voilà, pour moi, c'était le voyage et le chien, ça faisait partie un peu des pieds du tabouret de ma vie. Et j'avais envie que ce soit avec lui. Donc oui, j'ai pris un chien qui puisse venir avec moi tout le temps. S'il y a des destinations qu'on ne peut pas faire ensemble, on ne les fait pas. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir partir avec lui et partir à l'aventure. Votre tout premier voyage à deux, c'était l'Amérique du Sud. Oui, voilà, en fait, on s'est rencontrés en 2019. Oui. Voilà. En 2019, et en fait, quand on s'est rencontrés, Marine avait déjà dans sa tête de prendre un congé sabbatique avec la société pour laquelle elle travaillait à l'époque. Je travaillais en saison, donc je travaillais l'hiver en tant que dans une station de ski dans les Alpes. Et l'été, j'accompagnais des personnes en situation de handicap en vacances. Et puis j'étais un peu en entre-deux à l'époque où on s'est rencontrés, et j'avais pour projet aussi de reprendre les études. Et finalement, mon projet d'études a échoué puisque j'ai loupé mon concours. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Marine m'a dit, écoute, on fait notre projet séparé. Moi, j'avais prévu de voyager, toi, t'avais prévu de passer des concours. Tu passes ton concours et après, on avise. Donc, il s'avère que j'ai pas pu intégrer l'école que je voulais.
Et du coup, j'ai appelé Marine, j'ai dit écoute, si t'es d'accord, je suis partant pour partir avec toi. Quand j'étais en saison, je pouvais pas avoir ma chienne, enfin c'était un peu compliqué cette histoire, donc elle était chez ma sœur qui est éleveuse de chiens. Et par contre, j'avais pas fait le nécessaire pour au niveau vaccin, voilà, tout ce qui est médical en fait pour l'emmener en Amérique du Sud. Donc ma sœur me fait écoute, tu pars voyager avec Marine et nous, et nous on s'occupe de ta chienne pendant ce temps-là. On est parti squatter dans le petit van de Marine en Amérique du Sud. Ok, donc le van, tu l'avais déjà en France et tu l'as fait venir en bateau ou tu l'as acheté là-bas? Donc du coup, le van, ça a été un gros hasard parce que je suis partie un été en vacances avec Enlou. Je me suis arrêtée chez mes cousins que j'avais pas vus depuis un petit moment. Et en fait, ils avaient leur véhicule de ferme qui était un Fiat Scudo à vendre. Ok. Et du coup, moi tout de suite, j'ai dit mais vous le vendez combien? Vous le vendez quand? Parce que je pourrais trop m'en faire un van, ce serait trop chouette. Et en fait, ils m'ont dit carrément si tu veux. Donc c'était un petit prix parce que c'était 3 000 € que le garage leur reprenait. Et du coup, j'ai dit mais moi banco, je vous l'achète. Et en fait, j'ai appelé mon papa à ce moment-là. Je lui dis faut juste que tu me répondes oui. Je te pose pas la question tout de suite. Dis-moi juste oui. Et en fait, il m'a dit ça pue ton plan là, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et du coup, je lui dis j'aimerais bien aménager un van, j'aimerais bien que tu m'aides. Et mon papa m'a aidé et j'ai aménagé le van avec lui. Et à l'époque, il ne savait pas que Damien existait. Et je lui disais j'aimerais bien avoir un lit 2 places à l'arrière, enfin faire comme ci, comme ça. Il me dit mais pourquoi tu veux un lit 2 places? Ça va te prendre trop de place. Donc voilà, moi j'avais déjà mon idée en tête. Je me disais si Damien, le concours, ça le fait pas, ou si finalement on décide de partir ensemble. T'avais vu Voilà, juste... donc j'avais aménagé avec quand même un coin dans la tête qu'on pourrait être 2 à l'arrière de celui-ci. Et on l'a fait envoyer en bateau en Amérique du Sud. On savait pas trop si on allait en parler ou quoi, mais tant qu'on est dans la lancée, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conditions d'entrée dans les pays de l'Amérique du Sud? D'un point de vue camion, ça a été plutôt simple parce qu'on a décidé de passer par la Guyane française. Donc ça a été des démarches qui ont été françaises. Le tout, c'est qu'on s'est engagé sur un papier solennellement à pas vendre le van en Amérique du Sud, mais bien à repartir en France avec, parce que sinon on aurait payé des frais supplémentaires. Donc ça, les démarches étaient plutôt simples et on a été très bien accompagnés par la société qui a fait le transfert depuis la France jusqu'en Guyane. Et par rapport aux chiens, en fait, on avait aussi choisi l'Amérique du Sud parce que c'est un ensemble de pays finalement où il n'y a pas de quarantaine. Donc ça, je l'avais vu sur Anivette Voyage. Il y avait juste l'Uruguay qui demandait un vaccin supplémentaire, qui est le même vaccin qui est demandé aussi pour le Japon. Donc du coup, l'Uruguay, moi, je l'avais rayé de la liste. Et sinon, les démarches sont assez simples à partir du moment où on les connaît, parce qu'on est quand même resté bloqué à la frontière brésilienne, parce qu'on n'avait pas le document fait en portugais, seulement en français. Donc on a pu régler ça par téléphone avec notre veto et... les vétérinaires officiels de la Mayenne qui nous ont rédigé le document en brésilien et qui nous ont envoyé ça via les douanes françaises. Donc au moins ça s'est réglé, même si on a dormi une nuit entre les 2 frontières, c'était un peu bizarre, un peu glauque. Sinon, pour passer notamment en Argentine, au Chili, en fait on allait voir un vétérinaire qui nous faisait un certificat de bonne santé qu'ensuite on allait transformer soit à la SAG au Chili, soit à la SENASA en Argentine. C'est des organismes. Ah bah, voilà. Oui, voilà, exactement. Non, mais c'est exactement ça, les organismes qui viennent certifier que le vétérinaire a fait le contrôle de bonne santé et qu'on peut bien passer la frontière avec notre chien. Donc voilà, c'est des démarches. Nous, on pensait arriver là-bas tranquillement, faire les démarches en 10 minutes, y recopier le papier et tout. Puis une fois, ils nous ont dit, vous pouvez revenir dans 48 heures. Ah, mais on pensait passer la frontière là tout de suite. Finalement, ils étaient vraiment cool et ils nous le faisaient sur place. Mais ça reste l'administration, donc voilà, faut parfois prévoir un petit délai. Mais en soi, c'était très simple et on a la chance aussi que là-bas, dans ces pays-là, les consultations ne soient pas non plus trop chères. D'accord. Parce qu'une consultation vétérinaire, on en avait pour 7-8 euros. Enfin voilà, un ensemble de papiers, ça nous coûtait 25 euros à peu près. Enfin, j'ai retrouvé les données récemment parce que quelqu'un me l'a demandé via Insta. Mais voilà, c'est pas la consultation à la française, entre 40 et 50 euros, donc c'est aussi plus abordable. Surtout quand on veut souvent passer d'un pays à l'autre, comme l'Argentine et le Chili, où il y a plein de choses à voir des 2 côtés de la frontière. Ok, trop bien. Merci pour toutes ces précisions. Si jamais ça vous dit, on pourra faire un épisode complet là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'on s'appelle. C'est surtout pour parler donc de votre dernière expédition au Cap Nord à vélo. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus du coup sur ce voyage? Pourquoi le vélo en fait déjà? Donc juste pour revenir sur l'épisode Amérique du Sud, on est revenu donc
fin mars, début avril 2019 dû au Covid. Donc on est revenu en urgence en France, on a été rapatrié avec l'aide de l'ambassade. Et donc du coup en revenant, il s'avère qu'on avait mis en location notre maison. Et donc du coup, là, il y avait des locataires dedans. Donc mon frangin m'a prêté sa maison, lui il est parti vivre chez sa copine. Enfin voilà, c'était assez compliqué. Et au moment en juin, quand ils ont réouvert les frontières, entre guillemets, où on n'avait plus de périmètre de circulation. Pas vraiment les frontières d'ailleurs, mais plutôt les départements, parce qu'on était limité à un moment à 1 km, après c'était passé à 100, donc à ce moment-là. Et à ce moment-là, on s'était dit, vu Marine elle était en congé sabbatique, donc elle n'a pas repris le travail tout de suite, on s'est dit, faudrait qu'on fasse quelque chose quand même de ce temps. Et j'ai dit, ça te dit pas de faire un voyage à vélo? Alors Marine, tu faisais un petit peu de vélo, mais pas plus que ça. Moi, j'en fais beaucoup. Je pratique le vélo en compétition habituellement. Et elle me dit, pourquoi pas? Donc je dis, écoute, on va essayer de se faire prêter tout le matériel avant d'acheter parce que on sait pas si ça va nous plaire. Et donc voilà, donc j'ai appelé tous mes contacts, des personnes qui ont déjà voyagé. Et donc on a réussi à trouver 2 vélos, 2 paires de sacoches et une carriole aussi pour notre chien et nous. Donc ça c'était fait. Et donc là on avait un périmètre de 100 km. Donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on est parti de chez le père de Marine qui vit près de La Baule dans la Loire-Atlantique. Sympa. Et on a décidé, ouais, c'est très sympa. Et on a décidé en fait une fois par jour de faire une sortie dans le périmètre accordé où on faisait un aller-retour de 30, 40, enfin ça faisait des sorties de 60 km et on a sillonné donc le nord de la Baule, le sud de la Baule, l'ouest c'est la mer mais l'est et donc voilà, donc ça nous a fait un premier entraînement d'une petite semaine avec 400 km dans les jambes. Donc là ce qui est déjà pas mal, on a dit un petit entraînement. Ce qui est déjà pas mal. Oui. Voilà, mais du coup à chaque fois on revenait le soir chez le père de Marine, donc on avait notre petit confort quand même si on avait planté la tente dans le jardin pour nous entraîner. Oui, parce qu'on se traînait quand même toute la journée, nos matelas gonflables, nos duvets, notre tente, la nourriture du chien, tout pour être en conditions réelles. L'idée, c'était vraiment de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui matche pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne nous sert pas, mais tous les soirs, on montait notre tente et tous les soirs, on la démontait. On avait juste le confort de la douche et d'un repas prêt. Ouais, c'est ça. Oui, mais super intéressant parce que c'est vrai que des fois on peut se lancer dans une aventure comme ça en s'imaginant que ça sera génial, mais tant qu'on n'a pas testé même le poids, la difficulté, l'endurance, la pluie, etc., c'est dur de se projeter, j'imagine. Complètement. On aime bien l'aventure, mais on a un côté un peu perfectionniste avec Marine, on aime bien savoir dans quoi on se lance. Après, une fois qu'on est parti, c'est l'aventure, ça c'est clair, et puis on peut pas tout prévoir, mais le matériel, quand on part comme ça, on aime bien tester les choses. Donc on a fait ça dans le but en fait de réaliser ensuite de la Vélodyssée, c'est-à-dire donc la Vélodyssée c'est une route, une piste cyclable grandeur nature qui part de Roscoff donc au nord de la Bretagne et qui termine donc à Hendaye à la frontière franco-espagnole. Et qui fait aussi partie d'une route européenne parce qu'en Europe il y a un réseau d'Eurovélo. Et la Vélodyssée est en fait la partie française de ce qui s'appelle l'Eurovélo 1, qui, elle, pour le coup, part de la Norvège, passe par la Grande-Bretagne, traverse la France, descend en Espagne et remonte au Portugal. Donc voilà, on faisait vraiment un tronçon d'une grande Eurovéloroute. Il doit y en avoir entre 15 et 20, j'ai pas le chiffre exact, mais qui se sont créés, il y a vraiment un réseau qui est très bien développé en Europe. Voilà, et donc du coup on a fait ce test d'une semaine, on a validé tout ça, on est reparti, donc c'était fin juin maintenant Début juin, après ton anniversaire. Après mon anniversaire, donc on a décidé de tenter un voyage donc un peu plus long. Et donc on n'a pas fait la Vélodyssée entièrement, on est parti donc du pont de Saint-Nazaire, derrière le pont de Saint-Nazaire qui est un peu dangereux à passer, donc on s'est dit on va trouver un moyen d'y aller en voiture et ensuite on va démarrer donc de Saint-Brévin-les-Pins précisément et descendre jusqu'à Hendaye. Et donc là ça représentait 1000 km. Oui, c'est ça. Voilà. 1200 avec les échappées qu'on a faites. Sur les îles, Noirmoutier et tout ça. Et donc on a réalisé ce trajet-là en 17 jours pour être précis. Sachant que dès le début, pendant l'entraînement, ça on n'avait pas prévu, c'est qu'on a eu pendant 4 premiers jours la pluie. Donc du coup on est parti avec la pluie et donc déjà ça nous a bien refroidi en disant ok c'est ça le voyage à vélo, on subit les conditions climatiques et donc voilà, mais ça nous a pas démotivé pour autant. On a fait une bonne petite pause à La Rochelle pendant 2 jours histoire de tout sécher
Et après, après on est descendu assez facilement, sans trop de problèmes, jusqu'à Hendaye, 12 jours après, quoi, on était arrivé là-bas. Ok, donc aller et retour ou uniquement l'aller et vous êtes revenu en transport? On est revenu en transport, je laisserai Marine expliquer pourquoi. Oui, effectivement, on est revenu. À la base, on voulait vraiment descendre jusqu'à la frontière espagnole. Et puis après, on avait pour idée d'aller rejoindre ma famille vers Toulouse. Donc de refaire un petit bout, peut-être entre Bordeaux, Toulouse. On ne savait pas trop exactement. Parce qu'on avait vraiment, comme pour le Cap Nord, on y viendra après, mais planifié l'aller. Et puis, on était un peu free sur le retour. On se disait, déjà, quand on y sera, on verra. Et en fait, il s'avère que Enlou a des épilets, donc les fameuses petites herbes qui viennent se glisser sous la peau des chiens et qui sont en forme de V, donc qui ne font qu'avancer finalement dans la peau du chien et qui ne peuvent pas faire marche arrière. Et ça vient en fait, c'est quelque chose qui est dangereux, mais dont on avait vraiment une très forte méconnaissance, on ne savait pas ce que c'était. Et ça vient en fait creuser des tunnels et ça peut atteindre les organes vitaux des chiens, donc être très dangereux, et leur être fatal. Et on s'est rendu compte en fait en le papouillant un soir à se dire mais c'est bizarre, il a des sortes de croûtes et ça faisait comme des petits boutons. Donc on s'est inquiété à ce moment-là et on était sur la dernière journée du voyage et du coup on a pris contact avec des vétérinaires. Donc on a expliqué on pense que c'est des épilets parce qu'on avait eu des contacts avec des amis. Les 2 premiers vétérinaires nous ont dit non, on peut rien faire, on peut pas vous recevoir. Donc on était quand même très étonnés. Et le 3e nous a dit oui, venez tout de suite. On a dit on est en vélo, on est à 8 km mais on arrive dès qu'on peut. Et en fait, les vétérinaires ont pris en charge Enlou tout de suite. Il a été endormi, opéré pendant 4 heures et ils ont été chercher tous les épilets qu'ils pouvaient avoir sous la peau. Donc il y en avait quand même 5-6 points je crois au moins 8 d'opération. 8 peut-être. Ouais, 8. Et nous, on était inquiets. Moi, je pleurais dans la salle d'attente. Je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas vu ça plus tôt? Pourquoi? J'étais vraiment très très mal par rapport à mon chien. Et les vétérinaires ont été géniaux, l'ont vraiment bien pris en charge. Et du coup, on s'est dit, stop, le voyage à vélo, c'est fini. Parce que Enlou devait se reposer pendant au moins 10 jours. Il avait une collerette, il avait été rasé à plusieurs endroits. Et du coup, on a dit, c'est fini pour le moment et on refera ça à une autre occasion. Mais pour le moment, c'était la santé du chien qui primait. Donc on s'est arrêté à ce moment-là et on est rentré avec un véhicule de location qu'on a pris à un point A et qu'on a laissé près de la maison. Donc on est resté un peu sur notre faim à ce moment-là et Enlou va très bien et on s'est dit, on repartira un jour. Et pour que ça nous reste bien dans les esprits, moi j'ai offert les sacoches de vélo à Damien au Noël qui a suivi en disant, on va repartir, hein. Et voilà, donc je l'ai tanné, un petit peu. Pas trop quand même. Beaucoup, mais c'était juste que le chemin fasse son effet dans sa tête, on va dire. Et puis, comme le matériel, on savait exactement ce qu'on aimait ou ce qu'on n'aimait pas finalement. Finalement, on s'était dit que quand même, c'était un type de voyage qu'on adorait. Marine a commencé à nous équiper tranquillement en se disant qu'un jour... un jour, on repartira. Voilà. Donc, c'est toi qui as lancé l'idée du voyage à vélo pour qu'au final, ce soit Marine qui insiste pour que vous le fassiez. Exactement. Je devais être un peu lourde quand même parce que dans les toilettes, on a une peinture ardoise et je lui écrivais à quand le prochain voyage à vélo? Quand est-ce qu'on repart? J-. Et c'est quoi qui a fait que t'étais plus très chaud pour faire ce voyage? Qui, moi, plus très chaud? Oui. Ah si. Ah si. Alors, moi, j'ai adoré voyager. Après, c'était... professionnellement, moi j'étais un peu en pleine réflexion de ce que j'allais faire. J'avais quitté un CDI dans lequel je travaillais depuis longtemps. Je cherchais toujours de me réinstaller professionnellement. Voilà, et bon. Et financièrement aussi. Et financièrement aussi, puisque l'argent. Du coup, l'Amérique du Sud, ça a tapé quand même pas mal dans les économies. Et en fait, ce qui nous a décidé de repartir, c'est que professionnellement, on a vraiment changé tous les deux. Donc surtout Marine. Oui, on a changé professionnellement. Moi, je ne suis pas retournée dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. J'ai finalement fait une rupture conventionnelle et puis je suis repartie dans un autre domaine d'activité. Je me suis lancée à mon compte et ça a été vraiment finalement un déclic, on va dire. Ce retour, ce Covid, toutes ces choses qui se sont anticipées dans nos vies.
Et finalement, ce changement nous a permis de voir d'autres choses et de se dire qu'on avait aussi toujours cette envie de voyage et qu'on se laissait quelques mois, enfin là ça a été quasiment 2 ans avant de repartir. On s'était quand même fixé comme objectif l'été 2022 et voilà, ça s'est plutôt bien goupillé aussi, mais c'était financièrement qu'il fallait qu'on remette des sous dans la tirelire. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que tu as créé ta propre société, ce qui fait que Marine est assez libre avec ses contrats de dire ok, je travaille pendant un certain temps et là par exemple pour notre voyage vers le Cap Nord, tu as pu stopper assez facilement ton activité. Et moi de mon côté en fait il s'avère que professionnellement en fait ce que j'aime c'est de varier mes activités. Comme j'ai plutôt un bagage lié au commerce, c'est assez simple de prendre des CDD dans des types de boîtes qui m'intéressent et qui partagent mes valeurs. Donc voilà, j'ai plutôt accumulé les expériences en me disant qu'à un moment j'allais repartir et que quand on est en CDD, c'est assez simple de se dire ok, j'arrête là et puis je retrouverai en revenant après le voyage. Et finalement, ça s'est bien goupillé parce que son dernier CDD se terminait au 1er avril. Et c'était la date vraiment à laquelle on voulait partir. Donc on a un petit peu eu peur quand il a signé son CDD en se disant ça va être combien de temps ? Si jamais ils disent 1 an, qu'est-ce qu'on fait ? Notre projet ? Parce qu'on l'avait dans la tête, dans les tuyaux et on n'en avait pas encore eu l'occasion d'en parler. Il y avait encore le Covid, il y avait encore beaucoup d'incertitudes. Les frontières de la Norvège ont été réouvertes que très tard, que l'été dernier. Donc voilà, on n'était pas à l'abri de ce que ça referme et c'est pour ça, nous, on l'a vraiment dit à nos proches 4 mois avant de partir et officiellement un peu plus largement, on l'a dit, je sais plus, 1 semaine ou 2 semaines avant de partir, on part au Cap Nord quand on était vraiment dans la certitude que ça allait pouvoir se faire. C'est vrai qu'avec le Covid, etc., en plus, ça devait mettre d'autres difficultés dans l'organisation, quoi. Surtout qu'on a chopé le Covid 1 semaine avant de partir. Ouais. Voilà. De toute façon, j'ai l'impression que vous allez nous raconter plein de péripéties pendant ce voyage. Donc, on arrive le 1er avril, c'est ça ? Et là, vous êtes prêts à partir ? On avait anticipé tous les achats. On savait exactement ce qu'on voulait comme matériel. Ce qui a été compliqué, c'est surtout sur le point de vue vélo, puisque du coup, avec le Covid, tout le monde s'est mis au vélo. Les chaînes de production en Chine, là où sont fabriqués principalement les vélos, ont été stoppées à cause du Covid. Donc ça a été très compliqué de se procurer la machine qui allait nous emmener là-haut. Donc là, sur les 4 mois avant de partir, on n'avait toujours pas nos bécanes. On savait à peu près les modèles qu'on voulait, donc on checkait sur les sites internet, dans les magasins pour trouver les vélos. Donc vous êtes parti sur quoi ? Donc du coup, on avait c'est Decathlon qui ont lancé une marque de touring, vélo touring. Donc on avait pris, ils avaient 2 modèles bien différents. On est parti un modèle particulier pour Marine et un pour moi. Il s'avère qu'en testant ces vélos-là, le mien était parfait. Celui de Marine ne convenait pas du tout par rapport à ce qu'on voulait faire. On se sentait pas, Marine se sentait pas bien dessus et c'était un peu cheap pour nous en tout cas. Ce qu'on a fait, c'est que je lui ai redonné mon vélo. On a revendu le sien parce que tu adorais mon vélo pour le coup. Et moi, j'en ai retrouvé un autre sur un site 1 mois avant de partir, je crois. Et qui lui correspondait davantage aussi, en fait. Ok. Voilà, par rapport à ce qu'on allait faire, on a enfin trouvé nos bons vélos. Ouais. Et puis moi, j'ai pas eu de mal à revendre le mien aussi, parce qu'il était recherché aussi. Donc, pour les personnes qui aimeraient partir dans le même genre d'aventure, quels étaient pour vous les points d'attention à avoir pour choisir votre vélo ? En fait, il y a plusieurs types de cadres de vélos, puisque il va y avoir des vélos pour faire de la course, des vélos type VTT, où là c'est plutôt pour aller sur des chemins engagés. Et il y a un peu des vélos entre deux, avec des cadres assez particuliers qui sont capables qui sont suffisamment légers pour voyager assez longtemps, mais suffisamment solides pour pouvoir rouler sur des gravel roads, rouler sur du bitume, rouler par exemple sur des chemins de forêt, parce que le soir on cherchait des bivouacs, donc on cherchait un peu un combiné de tout ça, et on voulait aussi des vélos hyper confortables. Donc fallait faire attention au choix de la selle, la taille du vélo, savoir si le vélo convenait bien à notre morphologie. Donc ça, c'est des choses qu'il faut pas négliger sur des voyages au long cours. La position aussi dans laquelle on se tenait pour rouler, puisqu'en fait on fait à peu près 8 heures de selle par jour, donc faut être bien sur son vélo, ça c'est clair.
Alors il y a des gens qui prennent le pari de retaper leur vélo eux-mêmes. Nous on a fait le choix de partir sur du neuf. On voulait vraiment avoir quelque chose qui sorte d'usine, qui n'est pas de la seconde main. Voilà, c'est un choix. Après je pense qu'on peut aussi trouver des secondes mains qui sont très très bien. Et on avait besoin aussi de choses qui soient solides, parce que quand on a fait la Vélodyssée, on avait emprunté des vélos. Moi j'en avais emprunté un à mes grands-parents, Damien avait emprunté celui de son papa. Et faut savoir que la carriole aussi, donc la carriole fait un certain poids. Donc nous on a des Cruiser Jock, qui sont vraiment des carrioles qui sont adaptées aux chiens, parce que c'est une marque qui fait des carrioles spéciales pour chiens. Donc c'est pas une carriole pour enfants qui a été retapée ni quoi que ce soit. Et ces carrioles-là, bien spécifiques, elles font 17 kilos. Plus le poids du chien qui en fait 24-25, il faut qu'on ait aussi des vélos qui soient solides pour supporter finalement le mouvement de traction qu'il peut y avoir dans les côtes, sur le plat. Lors des freinages. Donc voilà, on avait aussi cet élément-là en tête au moment du choix du vélo. De quoi vous aviez besoin d'autre du coup en termes de matériel pour partir sur un long voyage comme ça avec 2 chiens? Du coup, on est parti donc sur des sets de sacoches. Donc on avait chacun 2 sacoches à l'arrière, 2 sacoches à l'avant et une sacoche de guidon. L'idée c'était de pouvoir faire en sorte que toutes nos affaires rentrent dedans. Donc quand on parle de toutes nos affaires, c'est nos vêtements, c'est les croquettes des chiens, parce que on partait avec du stock de croquettes. C'est aussi tout le matériel pour la cuisine, les affaires de froid, parce que on savait qu'on allait vers une destination où c'était pas les Caraïbes quoi. Et on avait également tout ce qui était affaires de nuit, donc nos duvets, nos matelas. On avait chacun un petit siège pliant parce que c'est quand même le minimum du confort quand on dort en tente, en bivouac. La fameuse tente et un petit peu d'électronique, donc appareil photo. Voilà. Ça a été vraiment la base et on pouvait mettre quelques affaires aussi dans les carrioles des chiens. On avait la nourriture notamment qui était la variable d'ajustement au fur et à mesure des jours. Donc voilà, finalement, à travers ces sacoches, on a pu rentrer tout le matériel dont on avait besoin pour les chiens, pour nous, au quotidien. Ok, et les toutous, ils dorment avec vous en tente? Oui, donc on avait fait le choix de prendre une tente 3 places. Donc c'est une tente qu'on avait déjà depuis plusieurs années parce qu'on l'avait achetée même juste avant la Vélodyssée. Et l'idée c'était qu'on ait chacun un endroit où dormir. Et à l'époque sur la Vélodyssée, on mettait nos affaires, donc on enlevait tous les soirs des vélos et on mettait ça sur la 3e place avec Enlou. Et en fait, on a pris le pari cette fois-ci d'arrêter de décrocher nos affaires des vélos. On les mettait simplement sous une bâche, on les attachait, ils étaient à l'extérieur de la tente. Et les 2 chiens avaient du coup une place entière pour eux, donc où ils étaient couchés. Même si bien souvent on les retrouvait sur nos matelas. Moi et nous, il dormait tous les soirs dans mes bras, il poussait avec sa petite tête pour se coller à moi. Voilà... On était bien, et bien au chaud en fait, parce que finalement l'atmosphère à 4 sous une tente, on n'a jamais eu froid. Il y a eu une nuit où on a un peu douté au début, et où on a mis les chiens entre nous deux en se disant si jamais ils ont froid, au moins ils se réchaufferont comme certains peuvent le faire avec des enfants. Parce que l'habitacle d'une tente de bonne qualité, ça garde quand même la chaleur. On peut facilement avoir 5-6 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur quand même. Et du coup, en termes d'organisation, vous aviez tout planifié en termes d'heure de déplacement? Où est-ce que vous alliez vous arrêter? Quand est-ce que vous alliez peut-être prendre une petite nuit en hôtel ou en gîte? Ou c'était au feeling et face aux imprévus? Parce qu'il y a eu des imprévus, il me semble. Du coup, ça a été vraiment au feeling, parce qu'en fait, quand on a voulu voir un petit peu combien de kilomètres nous attendaient, ça a été compliqué de savoir, parce qu'on ne pouvait pas savoir avec Google Maps, par exemple... depuis chez nous jusqu'à l'arrivée au Cap Nord, combien il y avait de kilomètres. Donc à l'époque, on s'était dit, on pense tabler sur à peu près 6000 kilomètres. On n'était pas si loin de l'idée. Mais en fait, notre idée principale a été de monter finalement jusqu'à Oslo. Et de Oslo, qui est vraiment au sud-est de la Norvège, on pensait traverser en diagonale pour monter jusqu'à Bergen, qui se trouve pour le coup sur la côte ouest. Et en fait, traverser en diagonale, ça signifiait traverser au milieu des montagnes.
Et les montagnes, à cette époque-là, donc on est arrivé en juin, il y avait encore de la neige, il y avait des conditions météo qui étaient mauvaises, et on avait surtout des super poissons pilotes, donc un couple de Français qui était devant nous, et qui finalement avait un mois d'avance par rapport à notre itinéraire à nous, et on a pu bénéficier aussi de beaucoup de retours d'expérience de leur part, et quand on leur a dit vous en pensez quoi, nous avec nos carrioles sur cette route, ils nous ont dit non mais on a déjà vraiment souffert, nous, sans les carrioles, c'était dur, c'était extrême, ça va vraiment être chaud les gars. Et là on s'est dit ah et du coup ce qu'on s'est dit c'est tant pis, de toute façon on est venu ici pour pédaler, on va pas faire marche arrière maintenant. Ce qu'on s'est dit c'est on va longer la côte de la Norvège, vraiment en redescendant tout au sud et en remontant tout au nord. C'était un peu dur psychologiquement parce qu'à ce moment-là on s'est dit mince, ça va nous rallonger quand même de beaucoup de kilomètres. 750 environ. Ouais, donc ce qui est pas rien. Ça commence à faire. Faut se dire que sur 6000 km qu'on pensait à faire, on va en rajouter un peu plus de 10-15%, sans compter les imprévus. Et finalement, on s'est lancé sur cette route-là. Et en fait, on a adoré. Le sud a été vraiment magnifique. Ça a été génial avec les chiens. Ils ont pu se baigner, ils ont pu profiter. Ça a été vraiment des grands espaces magiques. On a aussi eu des pistes cyclables, ça c'était top à ce niveau-là. Et en plus, on avait rencontré 2 Belges avec qui on a fait la route à ce moment-là. Et c'était génial cette expérience. Nous, ça reste vraiment un de nos meilleurs souvenirs aussi sur le trajet. Donc voilà, ça a été de l'adaptation. Et même si on avait prévu un petit peu l'itinéraire avant de partir, on peut jamais être sûr à 100%. Comme disait Damien, il faut arrêter de se poser 36 000 questions. À un moment, il faut foncer, il faut y aller, il faut prendre des décisions, il faut s'adapter. Et puis... Après, Marine, là, elle fait un immense raccourci, mais en fait, quand on a fait nos premières expériences à vélo, on s'était dit environ 60 km, c'est bien. Généralement, les gens qui sont un peu plus sportifs vont faire 80 par jour, les couples vont être autour de 60-70. Ils n'ont pas de chien. Ils n'ont pas de chien. Et donc, nous, en fait, on était partis quand même, on était partis avec un espèce de trajet au moins jusqu'au nord de la France. Ça, on s'était dit, ok, si on fait 60-70 km par jour, on va arriver à ces étapes-là. Et je pense que déjà, ça va nous donner une bonne idée de notre forme physique. Sauf que, par exemple, pour la première nuit, on avait déjà fait cette partie-là en vélo pour tester notre matériel et on avait repéré un camping qui nous allait très bien parce qu'il faut savoir qu'en France, le bivouac, il n'est pas autorisé, mais il n'est pas interdit. Donc nous, on partait dans l'idée, si on trouve des plans pas trop chers via des connaissances ou des campings à la ferme qui sont vraiment sympas et vraiment pas chers, on avait repéré quelque chose qui était donc à Domfront, mais à 80 km. Donc on s'est dit, ok, la première journée, on fera 80 km, mais on est sûr d'avoir une douche, sachant qu'il pleuvait, surtout en fin de journée. Et donc voilà, donc finalement, même si on avait prévu de faire 60 km par jour, la première journée, on a fait 80. 98. 98. Je sais pas comment on s'est perdu, mais... On s'est perdu, voilà. Wow. Donc on a un peu commencé fort et on s'est dit, ok, faut pas qu'on fasse ça tous les jours parce qu'on va avoir des pépins. Et effectivement, les pépins sont arrivés puisque au bout du 2e jour, Marine a commencé à avoir des douleurs à ses genoux, sans trop savoir ce que tu avais. En plus, combo, on sort du Covid, Marine se chope une bronchite. Donc c'était très compliqué. Dès le 2e jour, on s'est dit, ok, le Cap Nord, il est loin. Donc on avance, on fait une 3e journée un peu compliquée. 4e journée, on arrive du côté du Havre. Et en passant le pont de Normandie, on a dit, ok, là je pense que notre 5e jour, on peut se prendre une première journée de pause et réfléchir, quoi, parce que là ça va pas le faire, quoi. Donc on prend une journée. Moi ça a été urgence médecin parce que mes genoux ça me faisait pleurer, vraiment j'en souffrais énormément. J'avais la trachée qui était complètement atomisée avec la bronchite. Et quand on a été chez le médecin, donc il me traite pour la bronchite dans un premier temps et je lui dis j'ai aussi un peu mal au genou. Je ne savais pas trop comment lui dire. Le mec, j'appréhendais énormément la réaction qui pour moi était arrête-toi. Et effectivement, il a dit mais rentrez chez vous. Stop là, c'est fini.
Il m'a dit, faut faire de la kiné, faut faire du repos, et enfin, il n'y a pas de miracle, quoi. Et du coup, sinon, parce que c'était une tendinite, c'est ça? Du coup, ouais, il m'a détecté sur les 2 genoux une tendinite rotulaire. Donc voilà, donc il m'a dit au pire, vous reprenez votre voyage en vélo électrique. Donc nous, dans nos têtes, non, c'était mort. Enfin, le vélo électrique, c'est... déjà, moi, j'avais du mal. Enfin, le vélo électrique, je me dis, c'est éventuellement mes grands-parents qui le prennent. Et encore, même pas, il faut même pas du vélo électrique. Donc j'avais du mal avec cette idée-là. Et puis, c'était un projet qui était à la fois sportif, qui était vraiment un rêve pour nous à réaliser. Donc non, c'était pas envisageable. Donc on a stoppé le voyage à ce moment-là. Moi, je suis partie avec beaucoup d'appréhension aussi, avec Enlou, sa carriole, mon vélo, mes sacoches, mes bagages, tout ça en train, pour aller rejoindre des amis du côté de Lille qui nous ont accueillis pendant 1 semaine. Et j'ai dit à Damien, je vais pas te stopper ton périple, si tu veux tu continues. Donc il a continué avec Majo solo pour nous rejoindre jusqu'à Lille. Et moi, pendant ce temps-là, pendant 1 semaine, je me suis requinquée à fond. J'ai fait des séances de kiné, j'ai fait des étirements. On a modifié la hauteur de ma selle parce que ça pouvait jouer aussi. Je me suis strappé les jambes. Enfin, voilà, j'ai bu à fond parce qu'il y avait aussi un souci d'hydratation dans cette histoire-là. Et finalement, au bout d'1 semaine de requinquage, on est repartis tous ensemble. J'ai encore souffert un peu des genoux, mais les straps m'ont beaucoup aidé et finalement m'ont amené jusqu'à là-haut. Après, j'ai plus aucune douleur dans mes genoux et ça l'a fait. Et c'est grâce au strap et à l'attention que j'ai pu avoir des amis dans le Nord qui ont pu m'obtenir des rendez-vous chez le kiné, des kinés qui ont été géniaux. Et parce que là, moi, je me disais, mais c'est pas possible, Marine. Au bout de 5 jours, tu peux pas arrêter ton voyage là. Il en reste tellement à faire. Voilà, c'était dur psychologiquement à ce moment-là. Ouais, j'imagine, mais je trouve ça super inspirant cette histoire de... En fait, il y a tout qui vous dit stop, ça sert à rien ce voyage, faut pas le faire. Et vous trouvez des solutions pour justement quand même s'adapter et pas te bousiller ta santé non plus. Et voilà, faire 1 semaine de pause s'il faut 1 semaine de pause pour repartir du meilleur pied et atteindre votre objectif. Enfin, je trouve ça génial. Après, avec le recul, c'était vraiment ce qu'il fallait faire, mais sur le moment... on s'est posé 3000 questions, quoi. Ouais, j'imagine. Puis en plus, comme on est un peu hyper actifs tous les deux, on a du mal à accepter un peu l'échec. Enfin, on est très compétitifs dans la vie et c'est limite un peu dangereux parce on s'écoute pas assez et on est capable mentalement de faire face à une douleur et se dire on avance quand même parce que l'objectif c'était de monter là-haut et là on a quand même été hyper adulte sur ce coup-là et on a, je pense, pris les bonnes décisions. Ça nous a apporté vraiment une réflexion qu'on n'avait jamais trop eue. Une réflexion qui a dû être prise aussi dans l'urgence, une décision qui a dû être prise hâtivement. Et finalement, on s'est écouté, on l'a fait comme on le sentait, comme on en avait envie, et on s'est dit, on essaye. Et ça l'a fait, c'est passé, quoi. Mmh. Bah oui, d'autant plus quand on est sur des voyages comme ça qu'on prévoit quand même pas mal en amont, des fois de plusieurs mois, plusieurs années. Je comprends totalement que de se dire non, c'est mort, on annule. À accepter, ça peut être compliqué, mais vous avez trouvé des solutions et ça, c'est top. Est-ce que vous avez des chiffres clés à nous partager pour qu'on puisse un peu plus s'imaginer ce voyage, ce que ça a été en termes de temps, de kilomètres, de nuits, etc. Ce qu'on a fait notamment en jours de voyage, donc on est parti 144 jours et on a pédalé 123 jours. Donc on a fait 21 journées finalement de pause au cours du voyage. Donc ça représentait une journée à peu près tous les 7 à 10 jours. Des fois, on se posait 2 jours, notamment quand on était en ville, quand on est arrivé dans une capitale comme Oslo. On avait pris du Airbnb pour vraiment pouvoir décompresser, se poser, faire une journée sans rien. Parce que mine de rien, on avait tendance, quand on s'arrêtait souvent dans des endroits qui étaient sympas. Donc notre journée off, elle se transformait en 15-20 km de marche. Donc autant dire que c'était pas vraiment une journée off, que ce soit pour nous ou même pour les chiens. Parce que, faut voir aussi que le chien, il est dans sa carriole, il court aussi régulièrement quand les conditions le permettent. Donc quand les conditions le permettent, c'est-à-dire qu'il vient pas juste de manger, qui va pouvoir courir sur une route qui est sécurisée.
qu'il fait pas trop chaud ou pas trop froid. Enfin voilà, il y a plein d'éléments aussi à prendre en compte. Donc le chien court, mais se repose vraiment. Enfin, on a senti que les chiens avaient aussi des moments de fatigue. C'est-à-dire que le soir, on est dans un bivouac, nous on court un peu partout, on déplie la tente, on gonfle les matelas, on fait à manger, on va aussi promener un peu les chiens, parce que quand on se pose finalement, nous, qu'on finit notre journée de pédalage, il y a aussi ce moment-là où eux, ils ont besoin de se défouler. Donc voilà, on a tous de la fatigue qui s'accumule. Après, en termes de camping ou de bivouac, on a été sur 65% du temps entre du bivouac ou chez des gens, donc notamment avec le réseau Warm Shower, c'est-à-dire que c'est un réseau équivalent à Couchsurfing, mais qui est réservé aux cyclistes. Donc les cyclistes entre eux s'accueillent, donc ça c'était génial parce que ça nous a fait vraiment des très très belles rencontres, notamment jusqu'aux Pays-Bas. Donc en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, on a eu cette chance-là où on écrivait via l'application Warm Shower en disant bonjour, on est 2 adultes, 2 chiens, on va jusqu'au Cap Nord. Est-ce que ce serait possible de planter notre tente dans votre jardin ? Donc la plupart du temps, on a été très très bien reçus. C'était un peu une crainte pour nous de se dire comment est-ce qu'on sera reçus avec 2 chiens ? Et en fait, les gens étaient... hyper curieux en fait. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Curieux de savoir comment on allait se dépatouiller de cette aventure-là. Et on a eu donc 65% à peu près de bivouac ou invités chez des amis des warm showers. Voilà. On a eu à peu près 30% en camping, hôtel ou Airbnb. Donc ça, c'est quand on voulait vraiment se faire une pause. À savoir qu'en Scandinavie aussi, il n'y a pas de laverie. Donc si on voulait faire une machine à laver, c'était obligatoirement dans un camping. Si on voulait recharger nos appareils, c'était camping. Donc des fois, en fait, c'était pas vraiment par besoin. Nous, on se dépatouillait très bien. Notre douche, on faisait chauffer un peu d'eau dans le réchaud, on se passait un gant de toilette, ça nous allait bien. Donc c'était pas par besoin de confort, mais par nécessité, électrique ou machine à laver, parce qu'au bout de 10 jours, des fois, remettre des affaires collantes, ça a un peu ses limites. Et après, les 5 derniers pourcents, ça a été un peu varié, mais ça a été notamment... Ou sur notre retour, on a aussi dormi ferry, bus, train, quand on est redescendu du Cap Nord après. Et sinon, en chiffres clés, le Cap Nord, ça a représenté 6654 km en 108 jours, en sachant que les étapes étaient en moyenne de 60 km, mais qu'on s'est motivé sur la dernière étape, parce qu'on a fait 158 km. Donc on est parti à 9h du matin et on est arrivé à 2h du matin au Cap Nord, en sachant qu'il y avait un dénivelé de 2100 mètres positif. Donc voilà, mais pour nous c'était magique. Pourquoi vous n'avez pas découpé en 2 jours ? Parce qu'en fait la veille, l'avant-veille, on a rejoint en fait des compagnons de route qu'on croisait déjà depuis 15 jours, donc un Français, Oscar, et 2 Espagnols. Et en fait, ils nous ont contactés en disant on est dans un camping, dans une petite cabane qui coûte pas trop cher. Si vous venez tous les 4, on va pouvoir être confort et sans que ça nous coûte trop d'argent. Donc on a fait déjà on a fait 80 km je crois pour les rejoindre. Quasiment 100, ouais. Quasiment 100. Et parce que le lendemain, il allait vraiment beaucoup pleuvoir. J'ai dit OK, on se force, on va à cette fameuse cabane avec tout le monde, ça va être cool, on va être au chaud, on va pouvoir prendre une bonne douche. Donc voilà, le lendemain, effectivement, il a énormément plu. Les Espagnols ont décidé, donc c'était à 2 étapes du Cap Nord, ils ont décidé d'aller au Cap Nord en 2 étapes, donc ils sont partis le matin. Et avec Oscar, nous, on a décidé de rester se reposer dans cette fameuse cabane. Et le fameux jour J, Oscar se lève en disant moi, je vais au Cap Nord ce soir. Ça m'embête de finir sur une étape de 60 km, j'ai envie que ce soit épique. Ok, vas-y Oscar. Et il nous dit en rigolant, de toute façon, ça va être pareil pour vous, je vous retrouve là-haut. On dit non, c'est mort et tout, mais on se regardait quand même avec un sourire, mais on se disait non, c'est pas possible. On savait exactement qu'il nous restait à peine 160 km. Mais on savait aussi que sur cette étape-là, on avait un tunnel. Donc, il faut savoir qu'avant d'arriver au Cap Nord, sur donc 35 km avant la fin, il y a un tunnel qui fait vraiment peur aux cyclistes, parce que c'est un tunnel qui fait 7 km, mais qui passe sous la mer. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on descend de 200 mètres de dénivelé. Donc, quand on l'a passé, ce tunnel-là, on était à 58,
58 km/h, je crois, dedans, donc dans la descente, sauf que c'est noir, on se rend pas compte, il y a un énorme bruit de turbine. Pour ventiler l'air. Voilà, donc il y a ça. Et après, une fois qu'on a descendu sur 2 km ou 3 2 ou 3 km. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on a descendu sur 3 km, on a un petit replat de 1 km et après ça monte vraiment sévère à 9% pour les cyclistes qui Ça représente en fait, par exemple, le Mont Ventoux, c'est 9%, des passages à 9%, donc c'est vraiment, c'est comme à la montagne, donc on a 3 km. Voilà, comme si c'était la montagne, sauf qu'on est enfermé dans un tunnel où il fait noir. Où il y a du trafic. Il y a du trafic. Donc voilà, donc c'est un tunnel qui vaut le détour, mais qui peut faire vraiment très peur. Faut pas être claustrophobe, quoi. Et du coup, on savait qu'on avait ce tunnel-là qui arrivait, je sais plus moi, au bout de 100 ou 110 km sur notre parcours. Ouais, donc et déjà, du coup, vous en avez on s'était plein les dit... pattes, quoi. Bah ouais, et on s'est dit surtout ce tunnel-là, en fait, on va y arriver sur la soirée, quand il y a un petit peu moins de trafic. Il faut absolument qu'on le passe ce soir, comme ça demain, on est tranquille pour faire la suite. Et en fait, quand on a passé ce tunnel, on s'est regardé, on s'est dit... Bah en fait, il y a peut-être moyen, quoi. Enfin, juste avant, on s'était dit, il était on 20 est chaud heures, comme la braise. Donc on s'est pris une soupe pour se réchauffer quand même de l'autre côté. On a donné à manger aux chiens. On s'est baladé, on s'est dégourdi les jambes. Et puis là, on était en contact avec nos poissons pilotes et on leur a dit, on pense qu'on va essayer de le faire ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez et tout. Ils nous ont dit, vous êtes complètement tarés, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, en gros. Sachant que eux, ils étaient déjà là-haut depuis 2 heures et en nous disant peut-être que nous, on va redescendre parce que les conditions climatiques là-haut sont assez apocalyptiques. Il y avait vraiment énormément de vent, des passages de pluie. Donc ils nous ont dit, écoutez, soit vous venez pas, on descend du Cap Nord, parce que c'est une voie unique de 30 km qui mène, c'est la ville d'Onyxwag qui est au pied, et on peut pas rebasculer de l'autre côté. Donc ils nous ont dit, nous on redescend si vous venez pas, par contre si vous décidez d'arriver au Cap Nord ce soir, on vous attend. Donc avec Marine, on s'est dit, ok, si nous attendent, nous on y va. Ok, Et mais parce donc, que il nous je comprends pas restait- trop. Le Cap Nord, c'est un... Enfin, vous pouviez pas vous arrêter là-bas, si vous y alliez, il fallait s'arrêter, regarder un peu la vue et repartir. Enfin, je sais pas à quoi on s'attend quand on arrive au Cap Nord. En fait, le Cap Nord, c'est le point... alors, il y a 2 Cap Nord, il y a un officiel et puis il y a celui qui est un peu plus touristique. Mais celui où on allait, nous, qui était plus touristique, qui est accessible à vélo, contrairement à l'autre qui n'est accessible qu'à pied, c'est juste un bâtiment, en fait, dans lequel il y a un musée qui est abrité, mais il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas d'hôtel, il y a rien du tout. Donc, voilà, c'est un objectif pas de camping, qui est symbolisé par un globe. Et qui donne sur une falaise qui est vraiment à pic dans l'eau et on voit tout l'horizon. Donc c'est donc vraiment il y a quand même juste, une jolie vue sympa et tout à l'arrivée. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. oui, c'est magnifique, mais là-bas, si on veut y dormir, on plante une tente. Ils tolèrent que les cyclistes plantent une tente, mais il y a régulièrement du matériel qui s'envole parce que c'est un endroit qui est extrêmement venteux et qui est finalement protégé d'aucun élément. Et pour y accéder, c'est 30 km de montée parce qu'il y a juste une ville qui est au pied. Donc on peut faire l'aller-retour finalement, mais il n'y a pas de grand complexe touristique là-haut, quoi. C'est vraiment d'aller voir. C'est désert, quoi. Mis à part le musée, quoi. Et donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est si les gars nous attendent là-haut, on y va. On était chaud, on était motivés et on s'est dit allez, on y va. Sauf qu'on a vraiment souffert des conditions météo parce que le vent s'est levé, mais quand on a regardé aussi notre application météo sur les jours à venir, en gros, il aurait fallu qu'on attende 4-5 jours dans la ville au pied du Cap Nord pour pouvoir monter dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec le soleil et tout ça. Sauf que attendre en bas déjà, ça aurait été des coûts financiers parce qu'on aurait payé le camping. Et là, on était motivés, on avait envie d'y arriver, on savait que les garçons étaient là-haut. Donc on s'est juste motivés, et on s'est encouragés et on a fait cette montée-là qui était vraiment dure. On ne savait pas à quoi s'attendre parce qu'il y avait vraiment 2 portions de côte qui étaient terribles. On avait les chiens qui étaient aussi dans la carriole et qui n'ont pas du tout pu courir. Donc on a fait des pauses fréquentes ce jour-là, mais ils n'ont pas pu courir à nos côtés.
Donc ça a été 158 km aussi qui ont été pour eux 100% dans les carrioles, donc sur une plage horaire qui a été très étendue. Donc voilà, ça a été vraiment costaud. On s'est pris la pluie. Moi, à un moment dans la montée, je dis à Damien, vas-y, c'est bon, stop, on s'arrête. Il reste 26 bornes. On va mettre combien de temps à les monter? On plante la tente là. Il me dit, mais t'es folle ou quoi? Enfin, on va s'envoler, c'est pas possible. On y va, on continue. Donc on s'est motivé dans la montée et on y est arrivé. Et pour la petite histoire, il nous a quand même fallu 4 heures pour faire les 30 derniers kilomètres. Tellement c'était raide. Enfin, à un moment, Damien, il a dû descendre de son vélo. Il a laissé Majo, son vélo, la carriole, sur le bord de la route. Il est venu me pousser tellement le vent était fort dans un tournant et que j'arrivais pas du tout à avancer, en fait. Donc voilà, ça a été épique, ça a été costaud. On a aussi pu compter sur les gens qui redescendaient en camping-car, en van, en voiture, qui nous encourageaient, qui donnaient des coups de klaxon, qui nous disaient « Vous êtes super, vous êtes des champions, allez-y !» Enfin, voilà, les bus, on a eu vraiment plein d'encouragements et ça nous donnait le smile, ça nous donnait la niaque sur la montée. Enfin, vraiment, faut le vivre pour s'en rendre compte, mais des gens qui nous suivaient dans la communauté Instagram nous ont dit, mais nous, on l'a fait en van. Enfin, on voit la route, comment elle est balèze, elle est costaud, même le van, des fois, il avait du mal à avancer. Enfin, bravo les gars. Donc ça aussi été devait une en grande être source. d'autant plus émouvante, quoi. Oui. Ouais. Et surtout qu'il y avait les garçons qui nous attendaient là-haut. Enfin, c'est bête, mais on a des photos de notre arrivée, des choses qu'on n'aurait pas eues aussi si on était tout seul. Ils sont venus, l'un d'eux est venu nous rechercher en vélo sur le dernier kilomètre. Enfin, ça a été tellement, on s'est tombé dans les bras. On savait tous, en fait, ce qu'on avait vécu les uns les autres, l'émotion que ça procurait, la difficulté aussi dans laquelle on avait été. Et c'était vraiment bien de pouvoir partager ça au sommet avec quelqu'un, en fait, à ce moment-là. Donc voilà, d'être tous les 5-7 avec les chiens ensemble. On a dormi sur place. Le lendemain matin, on s'est fait un petit déj tous ensemble et ça a été vraiment cool, quoi. Trop chouette. Et du coup, là, ça a marqué la fin de votre aventure et le retour un peu plus chill, du coup, pour rentrer en France. Exactement. Voilà. Donc là, en 6654 km, on est arrivé là-haut en 108 jours. Quand nous, on s'était fixé un objectif de 6000 km pour 100 jours, à peu près. Donc finalement, avec notre détour dans le sud de 750 bornes, on était en plein dedans. Donc voilà, si on n'avait pas fait ce détour-là, on était vraiment pile poil dans ce qu'on s'était donné. On s'était dit qu'on arriverait fin juillet, début août. Donc on est arrivé dans la nuit du 8 au 9 août. Donc nickel. Et après, ça a été comment est-ce qu'on redescend. Et là, ça a été une grande histoire. Ça a été plus compliqué de savoir quand on allait descendre que de savoir comment on allait monter. Ouais. Donc dans tous les cas, c'était pas d'avion parce qu'on n'avait pas de cage de transport pour les chiens. Et puis même psychologiquement, se dire on a mis 108 jours à monter, en 2 heures on est rentré à Paris, ça c'était vraiment niette dans notre esprit. Donc ce qu'on a fait pour redescendre après, c'est qu'on a pris un bus pendant 16 heures, un train pendant une nuit, on est arrivé à Helsinki, on a pris un ferry pour Stockholm. Donc ça n'a pas été le plus simple non plus, mais... Et après, quand on est arrivé à Stockholm, en fait, on s'est dit, on aimerait bien refaire un peu de vélo. Enfin, c'était... À ce moment-là, on ne savait pas trop... Mais on s'est dit, refaire un peu de vélo, ça va être un sas de décompression, finalement, pour rentrer tranquillement en France. Donc on a refait 10 jours de vélo en Suède qu'on a traversé d'est en ouest. Et à ce moment-là, en fait, on avait envoyé un message vocal à des copains sur WhatsApp qu'on avait rencontrés pendant le trajet en disant... Vous êtes chaud pour traverser la Suède? Et tout de suite, ils nous ont répondu mais ouais, carrément, parce qu'on savait qu'ils étaient juste derrière nous et qu'ils allaient y arriver. Donc ça a été aussi génial de pouvoir partager avec eux ce dernier bout d'aventure, avant de finalement rejoindre en ferry l'Allemagne depuis la Suède, de refaire 2 jours de vélo là-bas. Et là, on a un ami qui est venu nous chercher en van pour nous ramener jusqu'à la maison. Donc, trop cool. Au final, on boucle l'aventure avec 7500 km quand même dans les pattes. Ce qui est déjà un bon morceau. Complètement. Et vous avez une idée de combien ça vous a coûté ce voyage? Je veux dire, même en dehors de l'équipement? Alors en dehors de l'équipement, ça représente en fait 30 € chacun par jour. Ouais. Ok. Pour donc aller au plus c'était simple. surtout Voilà. en alimentation et en camping.
En alimentation, beaucoup, parce qu'on mange énormément. Bah oui, j'imagine. On dépense, je crois, Bah, j'ai en fait, regardé 4-5 000 calories par jour, donc on mangeait tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, c'était ça. Notre principale source de dépenses, on va dire, c'était la nourriture. Parce que, bah, quoi qu'on fasse, en fait, tous les jours, on se rendait compte qu'on était à peu près à 30 € de nourriture. Pourtant, on mangeait pas des trucs de dingue. Enfin, on mangeait énormément de pâtes. Mais bah, des pâtes, on est très vite à un paquet, quoi. Enfin, on mangeait... mais voilà, on avait besoin... vraiment, on avait mais tout le temps faim. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On s'arrêtait. Enfin, à 10 heures, on mangeait un truc. On avait besoin aussi de gras, de sucre. Enfin, voilà, on donnait beaucoup d'efforts. On a eu beaucoup de côtes. Oui, et puis un peu de Enfin, sur le confort aussi. total, Enfin, pas de confort, de réconfort. Ouais, c'est un confort, c'est un réconfort psychologique, Mm. la nourriture dans ces moments-là. Donc voilà. Après, on Et- mangeait rarement au resto parce que de toute manière, une fois arrivé dans les pays scandinaves, c'était hors budget. Donc on n'en a fait aucun. Mais c'est ça aussi, Euh, enfin, le coût, ces fameux 30 € de bouffe par jour, ils sont aussi liés au coût de la vie qui est bien plus important en Scandinavie. Et dans ces 30 € par jour par personne, on intègre les chiens en fait. C'est-à-dire que bah, les chiens, il a fallu racheter des croquettes, on leur achetait des friandises parce que bah, c'était aussi leur récompense à eux tous les jours bah, d'avoir la friandise à grignoter quand on arrivait sur le lieu de camping, le lieu de bivouac. On avait quoi? Enfin, Damien, il a perdu un sweat, par exemple. Donc ça rentre aussi dedans. Quand il faut racheter un sweat en Norvège, on est content. Un haut technique, je veux dire. mm. Enfin, voilà, il y a eu tout Donc ça. non, il y a vraiment tout. Donc ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup. Je pense qu'on était à peu près dans le budget que les cyclo-voyageurs ont en allant vers le Cap Nord. Si demain, effectivement, on décide d'aller faire la même Turquie. en Turquie ou faire l'Asie en vélo, c'est clair qu'on sera autour de 15 €. On va diviser par deux, quoi. Donc, Ok. Donc important à prendre en compte les pays qu'on choisit en fonction de son budget. ouais, exactement. Complètement. Et puis, par exemple, il y a aussi l'entretien du vélo qui rentre dedans, qui, ça peut paraître rien, mais par exemple, nous, l'entretien du vélo est tombé bizarrement, bizarrement, non, mais par hasard, donc Norvège. en Norvège, donc le pays le plus cher d'Europe. On est ressorti avec une note d'entretien de 450 € pour les deux vélos. Mais il y avait Donc, quoi à faire dessus? eh ben, en fait, au bout d'un certain temps, il y a des choses, il y a des pièces d'usure, notamment les vitesses, les plaquettes de frein, La chaîne. la chaîne. Oui, comme une voiture, quoi. Exactement. Donc, Mais nous, là-bas, c'était 120 € de main-d'œuvre à l'heure. ce qui est en France, ça doit être 40, enfin même pas 40 € de l'heure, quoi. Enfin, c'est le triple, quoi. Donc ça rentre aussi dans le budget. Donc ça fait tout de suite un bon. Ça représente 5% du budget, quoi, sur la totalité, quand même. Après, il y a eu, voilà, il y a Et les quelques nuits, hébergements aussi. quelques nuits à l'hôtel. Enfin, voilà, quand on se décide de visiter Copenhague, bah, il n'y a pas forcément de camping dans cette capitale. Donc, on va prendre un hôtel. Donc, ça va être vite 100 Parce qu'on € la avait, nuit. on Aussi. avait aussi besoin, en fait, quand on voulait visiter, si on trouvait pas de warm shower, par exemple, qui ont été une très bonne alternative bah, pour nous, pour laisser nos vélos en sécurité, rester de nuit, visiter, bah, à Copenhague, on se voyait pas laisser forcément la tente, le camping, toutes nos affaires sous la tente une journée complète, le temps d'aller visiter la ville. Non pas qu'on ait peur des locaux, parce que je pense que les locaux sont très clean, mais on avait plutôt peur des Des autres touristes. voyageurs. Enfin, on a des beaux vélos, on a des sacoches, on a des bons duvets, des bons matelas. Si on perd tout ça, bah, nous, on perd tout. Enfin, c'est un sacré coup de réinvestir. Donc, on voulait que ce soit en sécurité. Donc, bah oui, à Copenhague, on s'est pris 2 nuits en hôtel, mais on savait que les vélos étaient dans un endroit sécurisé, qu'on n'allait pas se poser de questions, que... Enfin, voilà, donc ça a été un coût aussi à intégrer. Enfin, voilà, le coût du logement est important aussi et vient faire grimper le budget journalier. Si on est 100% bivouac, forcément, on va baisser ce coût-là. Est-ce que vous avez d'autres applications, outils ou autres indispensables tels que Warm Shower que vous avez utilisés tout le long du séjour? Alors, on a notamment Komoot, qui pour le coup est un GPS qui va vraiment donner un planificateur d'itinéraire et GPS qui pour le coup va donner le dénivelé auquel on va avoir à faire face pendant la journée, qui va donner un petit peu les points d'intérêt à voir sur la route et qui va aussi surtout
donné le pourcentage de pistes cyclables, de chemins gravel, de routes à voiture nationales, etc. Donc ça nous permettait aussi de planifier les itinéraires et de savoir est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir faire courir les chiens, est-ce qu'aujourd'hui on va avoir beaucoup de dénivelé, donc est-ce qu'on réduit un peu l'étape, est-ce qu'on va passer dans des villes, est-ce qu'on va pouvoir se réapprovisionner facilement. Et après, on avait aussi d'autres applications. Donc, en fonction des pays scandinaves, on avait des applications, par exemple au Danemark, Shelter. Ça nous permettait de trouver des petites cabanes en bois où on pouvait dormir très facilement. Donc, ces cabanes-là, en fait, c'est spécial pour les randonneurs, pour les cyclistes. Et en fait, il y a souvent des accès à l'eau, il y a un toit sous lequel poser son matelas, son duvet pour pouvoir dormir sereinement si jamais il pleuvait ou à l'abri du vent. Donc ça, c'était top. Et voilà, il y avait des petites applications comme ça, propres à chaque pays, qui nous ont bien dépannés. Et une bonne application météo aussi pour voir aussi comment la météo évoluait au fur et à mesure de la journée, puisque c'est pareil, c'est des choses où quand on voyait qu'il allait pleuvoir toute une après-midi ou jusqu'au lendemain, on se prenait souvent une nuit, on arrivait à midi au camping, comme ça on savait qu'on allait pouvoir trouver un coin pour faire de la cuisine. Voilà, on essayait de profiter aussi en fonction de la météo des campings pour pouvoir se reposer un petit peu. Donc, au lieu de rouler bêtement sous la pluie et se retrouver à prendre des jours de congé des jours de congé, pardon, des jours sans rouler pour faire pour faire une lessive ou quelque chose. Donc, c'était trop bête. Donc, on planifiait nos journées off en fonction aussi de la météo pour pas perdre de belles journées de soleil à passer au camping, quoi. Donc la bonne application, ça s'appelle yr.no et ça c'était vraiment génial dans les pays scandinaves parce que nous on l'a trouvé très très fiable et on savait vraiment, s'il disait qu'il allait pleuvoir à midi, à midi on était sous une sacrée averse, quoi. Ok, super, merci beaucoup, je vais noter tout ça dans la description de l'épisode. Ça commence à faire un petit bout de temps qu'on discute, j'ai encore une tonne de questions. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on puisse faire un petit focus sur les chiens. La première aventure que vous avez fait ensemble, vous avez commencé, j'imagine, à mettre des choses en place. Mais voilà, comment vous avez fait pour les habituer à voyager comme ça, pour savoir rentrer dans la carriole, quand est-ce qu'ils pouvaient courir à côté du vélo, comment vous saviez quand ils couraient suffisamment ou pas assez, etc. Voilà, quelle organisation vous aviez pour les loulous ? Alors, pour démarrer, donc quand Enlou a été tout seul, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait monté la carriole sans les roues dans la maison. Donc, on essayait de l'inciter parce qu'au début, c'était un peu bizarre. Enlou, il dort pas, il a pas de panier, il dort pas dans une niche ni quoi que ce soit. Donc, Enlou, il se couche sur le sol. Donc là, c'était même pas lui dire c'est un peu ta maison. Donc on l'a incité au début avec des friandises à monter dedans. Après, on a mis la carriole en mouvement. Donc c'était au moment du confinement, on avait une placette chez le frère de Damien et du coup on tournait autour de la placette et il était là en train de regarder où moi je me situais parce qu'il était derrière le vélo de Damien. Donc après on a allongé un peu les distances, donc on a fait 5 km et la meilleure configuration en fait c'était que quand Enlou était dans sa carriole, que Damien le tractait, donc il voyait Damien devant et moi j'étais à l'arrière donc il me voyait aussi. Et on a vu au fur et à mesure, notamment sur la Vélodyssée, que dès que je dépassais Damien pour venir par exemple me mettre à sa hauteur pour échanger en disant tiens on peut s'arrêter là, on peut faire ci, on peut faire ça, et nous il commençait à chouigner. Et on comprenait en fait ça lui plaisait pas d'être derrière. Donc on a gardé cette configuration là où on roulait comme ça en file indienne tous les trois. Et par rapport à Majo, en fait Majo ça a été vachement plus simple parce que Majo elle est bonne patte. Très facile à vivre. Très facile à vivre. Et du coup, Majo, en fait, on a simplement mis la carriole, elle est montée dedans et Majo, elle dort beaucoup. Donc, Majo, elle se couchait et puis elle regardait le paysage défiler et basta. En fait, il n'y a pas eu tout ce temps d'adaptation. Il y a peut-être eu aussi du mimétisme par rapport à Enlou. Et voilà, déjà cette habitude-là s'est prise. Et par rapport à comment il courait, donc on les descendait nous. Et en fait, quand on les laissait courir, par exemple, quand on faisait entre 60 et 80 km par jour, on laissait les chiens courir jusqu'à peut-être la journée max a été une vingtaine de kilomètres, peut-être un petit peu plus. Mais en fait, ça n'a jamais été d'une traite.
Donc quand on faisait finalement entre 60 et 80 km, ça représente une vitesse moyenne de 12 à 15 km/h. Donc c'est une vitesse aussi pour des chiens qui sont sportifs, quand on est habitué à courir avec eux, à faire déjà un peu de vélo. C'est quelque chose qui se tient, enfin, c'est pas déconnant pour eux de courir à cette vitesse-là. Et sachant qu'en fait, on entrecoupait, donc c'est-à-dire que les chiens, ils couraient jamais 20 bornes d'une traite. C'est, nous, en fait, on leur disait stop parce que, donc Majo, elle est croisée berger australien, labrador, Enlou, il est berger australien. C'est des types de chiens aussi qui disent jamais qu'ils sont fatigués. Donc c'est vraiment au maître d'être attentif et de dire à un moment stop, maintenant tu remontes dans la carriole. Et après les chiens savaient aussi nous dire j'ai envie de descendre. Enlou à un moment il avait complètement capté quand on arrivait sur les pistes cyclables. Donc là je le sentais qu'il s'agitait dans sa carriole, qu'il se mettait debout du genre je peux y aller. Bon voilà, on savait qu'ils étaient aussi au taquet par rapport à ça, qu'ils avaient aussi le besoin de courir. Donc on les laissait et puis c'était à nous de faire attention à leurs besoins. Tout comme des fois, si nous on avait soif, on se disait les chiens doivent avoir soif aussi. Donc on s'arrêtait, on leur mettait à disposition de l'eau. Des fois on les forçait aussi un peu à boire parce que entre les odeurs, les machins, tout ça, ils étaient un peu attirés. Enfin, ils auraient bien fait leur tour pendant 1 heure s'il avait fallu. Donc des fois on leur disait allez tu bois. Ils ont fini par comprendre aussi comment ça a fonctionné et on avait un bon fonctionnement ensemble. On a aussi habitué les chiens à courir à côté du vélo, donc en disant à côté ou tout droit tu files. Enfin ils avaient certains termes aussi qu'on avait, notamment quand on court à pied avec eux ou qu'on avait des cours d'éducation. Donc on a gardé ces termes-là et on les a habitués comme ça. Ok, de manière générale, c'était des chiens qui avaient déjà l'habitude de faire du sport. Oui. Ouais, on fait pas de canicross proprement dit, mais oui, ils ont beaucoup couru. Toi, Moi, prends... je les prends régulièrement en fonction de mes séances d'entraînement avec moi. Si ça match, on a des forêts qui sont pas trop. Il y a des parties de la forêt qui est à côté de chez nous qui est pas, où il n'y a pas trop de monde, donc c'est facile de courir à certaines heures détachées. Donc non, effectivement, ils sont plutôt bien entraînés, entre guillemets, quoi. Majo, il y a quand même eu un temps d'adaptation quand elle est arrivée à la maison, où Majo, elle avait une vie pépère avec des bouviers bernois, où c'était calme, cool. Majo, c'est un peu notre Bob Marley, quoi. Donc Majo, au début, la balade, elle connaissait pas trop, parce qu'ils avaient un grand parc. Elle était à l'extérieur, dans un élevage, mais elle allait pas se balader à proprement dit, comme nous, on peut le faire, parce que notre jardin, il est limité. Donc Majo, au début, elle nous regardait, mais qu'est-ce qu'on fait là, les gars? Ça fait 3 fois qu'on sort, là, c'est bon. Et puis au fur et à mesure, maintenant, au fil des années, elle s'est habituée. Courir, elle adore. Elle est avec Enlou, elle est super rapide. Et voilà, mais ça a été aussi un temps d'adaptation pour elle quand elle est arrivée à la maison et qu'elle a dû finalement se mettre à notre rythme aussi. Sur le voyage, de manière générale, les pays que vous avez traversés étaient plutôt accessibles au niveau des chiens? Alors, oui. Donc on a traversé la France, la Belgique où les gens étaient super souriants, super intrigués, vraiment le grand smile quand ils nous voyaient avec notre équipement et nos chiens. Après on est arrivé aux Pays-Bas, oui. Pareil, ça s'est super bien passé. Rien de particulier à dire à ce niveau-là. Allemagne aussi, Danemark, ça a été top. Après, on est passé en Scandinavie, Suède, Norvège. Norvège, il y a juste à savoir que les chiens sont obligatoirement en laisse là-bas. Donc, ça a été... nous, on l'a appris un peu... à notre insu, parce qu'à un moment quelqu'un nous a dit mais vous savez que on se baladait dans un espace naturel, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait rien de particulier dans cette zone-là, mais on l'a appris un peu à notre insu parce que quelqu'un nous a dit vous savez que les chiens vous pouvez être amendés, c'est obligatoirement en laisse. Donc non, on ne le savait pas, et notamment quand on les faisait courir à nos côtés. Nous en fait on était partis vraiment avec une laisse minimaliste, une petite laisse pour se balader en ville. Mais c'est vrai que nos chiens étaient... quand ils couraient, par exemple, sur une piste cyclable, n'étaient pas attachés à nos vélos. Donc il y a juste ça à garder en tête par rapport à la Norvège. Mais sinon, on n'a jamais eu de soucis avec les chiens. Faut savoir qu'en fait, les gens venaient d'abord
nous interpellaient parce qu'on avait des chiens plutôt que nous finalement. Donc, ils étaient intrigués. Ouais, ils étaient intrigués par les chiens. C'est un facilitateur de rencontres, hein, le chien. Ouais, exactement. Complètement. Et ça, c'était vraiment top parce qu'on a fait des belles rencontres et notamment une très très belle rencontre qu'on a fait en Norvège chez des gens sur une piste cyclable. En fait, ils ont pensé qu'on avait des bébés dans les carrioles et du coup, ils sont venus à notre hauteur. Ils ont dit « Ah, mais c'est des chiens en fait !» Moi, je me suis dit « C'est qui ce mec ?» Et il était... Enfin, moi, il me faisait peur. Il était quasiment collé à mon vélo comme s'il roulait en... En peloton. J'allais dire en troupeau, mais en peloton, c'est très bien. Comme s'il roulait en peloton, donc j'avais peur qu'il me fasse tomber dans le fossé. Ils ont commencé à parler avec nous et puis ils nous ont dit vous faites quoi, vous allez où? On dit on va dans cette ville-là, on pense dormir et tout là-bas ce soir. Et là ils nous ont dit mais vous voulez venir dormir à la maison? Très chouette. Ouais. Vous mangez avec nous ce soir? Allez-y, prenez une douche. Vous restez avec nous demain matin pour le petit-déj. Et en fait ça a été une rencontre merveilleuse. Parce que les gens ont vu les carrioles, ont découvert que c'était des chiens et non des enfants et que ça les a beaucoup fait rire. Et c'est une de nos plus belles soirées en Norvège. Il faut savoir qu'en plus, à ce moment-là, on voyageait avec d'autres Français, mais qui étaient un peu devant nous parce qu'ils devaient faire réparer un vélo. Et on leur dit OK pour venir chez vous, mais on a deux autres amis. Et ils me font si vous êtes cool, eux, ils sont cool aussi. Donc on s'est retrouvés à être tous invités dans cette famille. Et ça a été aussi super bien parce que finalement, les Norvégiens sont assez timides. Ils vont pas forcément aller vers nous, contrairement aux Belges. Et du coup, c'est difficile de savoir comment eux ils vivent, comment ça se passe la vie en Norvège. Et nous, on aime bien ça, aller chez les gens, de savoir comment ils vivent, leur vie dans leur pays. Et c'est vraiment cette rencontre qui nous a permis de savoir comment le Norvégien était, quoi. On a beaucoup appris sur la culture. Je pense ça a été comme un interrogatoire à un moment pour eux. Ils étaient morts de rire parce qu'on était là, mais ça, et les Tesla, et les machins, et les tout ça. On posait plein de questions sur la nuit aussi. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas du tout abordé, mais on a été en Norvège à une période où il ne faisait jamais nuit. Ah donc, oui. On avait jour ça tout le aidait temps, du coup pour ça. arriver à 2h du mat. Oui, exactement. C'est un c'est détail vrai. qu'on n'a pas précisé, mais oui, il faisait jour. Donc, on avait aussi cette capacité-là à rouler des fois plus tard, à pas se poser la question de vite, faut trouver un endroit de bivouac avant la nuit, parce qu'on savait qu'en fait, dans tous les cas, il ferait jour et qu'on serait pas pénalisé par ce point-là. Ouais, donc un détail important, pour imaginer un peu l'amplitude de votre voyage. Mais c'est vrai qu'on pourrait passer, je pense, une soirée complète ou voire une journée complète à discuter de ce voyage parce qu'il y a trop de trucs super intéressants et j'imagine vous avez tellement de péripéties comme celle-ci à raconter. Mais bon, pour le moment, voilà, on essaye de se concentrer sur le minimum, entre guillemets, et de toute façon, vous avez un super site internet où vous donnez encore plus de détails, plus d'explications. Je suppose que vous êtes aussi pas mal accessible aussi sur les réseaux pour ceux qui ont des questions. Donc, Ah oui, on répond régulièrement aux questions, donc ne pas hésiter. Pour des gens, nous on est vraiment super contents quand on a des gens qui nous disent on va se lancer aussi. J'ai notamment une personne en tête qui m'a dit on s'est lancé à vélo avec notre chienne grâce à vous, et ça nous a fait tellement plaisir en fait de se dire c'est des personnes en plus qui sont convaincues qu'on peut partir, qu'on peut voyager avec son chien, avec son animal. Et ça, c'est top. C'est pas toi qu'on va convaincre, hein. Tu l'es déjà, t'es déjà archi convaincu à ce niveau-là. Mais voilà, se dire qu'il y a d'autres personnes qui, des fois, n'ont pas eu l'idée et ont juste besoin d'être un petit peu inspirées. Complètement. Et ça se fait. Complètement. Mais c'est pour ça, la puissance des réseaux sociaux là-dessus, elle est incroyable, quoi. Si t'as besoin d'inspiration, tu vas faire un tour et c'est bon, tu vois à quel point il est possible de faire 1000 trucs. Et c'est aussi pour ça que je voulais créer ce podcast, parce que pouvoir partager toutes ces aventures et montrer à quel point c'est possible, je trouve ça tellement inspirant. J'ai 2 dernières questions. Et après, Vas-y, t'écoute. Non, t'inquiète, pas de soucis. Une question que j'aurais dû vous poser tout à l'heure. On en a parlé rapidement, mais qu'est-ce que ça a changé pour vous concrètement de voyager avec un chien vs 2 chiens? Parce qu'on a parlé d'éducation, mais pas de voyage. C'est 2 fois plus lourd. Ah oui, sur le vélo, j'imagine, ouais. Du coup, Damien, on rigole, mais en fait, c'est vraiment le cas. Oui, c'est 2 fois plus lourd parce que déjà, il y a double dose de croquettes. Et il faut aussi se dire que quand on a fait la Vélodyssée ou le premier voyage de test, moi, j'avais pas du tout de carriole.
Donc ça a été aussi passer déjà un voyage à vélo avec les sacoches. Pour moi, c'était déjà à l'époque une prouesse. Mais là, avec le chien en plus. Après, sinon, en termes de logistique, en fait, quand on peut faire pour un chien, on fait pour deux. Enfin, ça change pas grand-chose à part vraiment ce poids des croquettes. Si, ça va être aussi forcément un petit peu plus d'eau. Donc tous les soirs, on rechargeait. On avait une vache à eau de 6 litres qui nous servait finalement autant à boire qu'à cuisiner, qu'à faire un petit brin de vaisselle, un brin de toilette. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé dans les chiffres, mais vous aviez, c'était combien, 80 à 90 kilos à tracter? Oui, c'est ça exactement. Chacun. La variable d'ajustement entre 80 et 90, c'était quand Damien avait les croquettes ou la nourriture qui venait réajuster ce poids-là. Mais oui, c'était vraiment surtout ça, parce que quand t'as pour un chien que les deux sont éduqués, comme on en a parlé tout à l'heure, après, que ce soit un ou deux, ça changeait pas grand-chose. Les gens nous ont pas fermé la porte parce qu'on avait deux chiens. Ceux qui aimaient les animaux, ils aimaient les animaux. Un ou deux, ça leur changeait rien, même si c'était des gros chiens. Et puis en termes de, on va dire, charge mentale, parce que c'est un terme qui est à la mode, c'est que nous, on part du principe où on a chacun notre chien. C'est pas deux chiens qu'on a eu ensemble, c'est pas les deux chiens de Marine. Ce qui fait que par principe, je m'occupe de Majo, je la surveille, c'est mon chien, et Marine a Enlou. Donc, nous, ça a toujours fonctionné comme ça entre nous, on a chacun notre chien, et donc du coup, on s'occupe à 100%, à 120% de notre chien. Et après, s'il faut s'occuper d'Enlou parce que Marine va faire des courses, ou moi je cuisine, par exemple, voilà, c'est pas très grave. Ok, trop bien. J'ai encore 10 000 questions, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas encore parlé que vous aimeriez partager avec nos auditeurs ? Pour finir sur les chiens, il y a quelque chose aussi qui est important à souligner, mais on ne l'a pas forcément précisé. C'est qu'il faut savoir que dans le dernier mois, ça a été assez compliqué pour eux. Eux, le cap des 5000 km a été un peu dur, puisque du coup, à la fin, ils étaient plus du tout patients. En fait, ils avaient compris que celui qui était devant c'était cool et celui qui était derrière c'était pas cool. Donc Majo s'est mis, du coup moi je voyageais principalement derrière Marine. Majo a fini par ne plus accepter d'être derrière. Donc c'était un aboiement ou un pignement continu. Donc en fait, ce qui s'est passé sur les derniers 1000-1500 km, c'est que en fait Marine partait devant. Je lui laissais des fois jusqu'à 20-25 minutes d'avance, pour que les chiens en fait puissent comprendre qu'ils étaient tout seuls, et donc du coup ils aboyaient plus. Donc on a dû s'adapter et jouer en fait de stratégie pour éviter ces pignements, parce que voyager 8 heures par jour avec un chien qui pigne derrière, ça devient plus du plaisir. Même pour lui, j'imagine. Donc ça a été assez intéressant de voir leur évolution au fur et à mesure du voyage, et se dire qu'à un moment peut-être qu'on avait atteint les limites de patience de nos chiens, quoi. Et on a aussi usé de stratégie, c'est-à-dire que par moment, on changeait d'équipage. C'est-à-dire que Damien prenait Enlou, moi je prenais Majo, et du coup il se disait « Ah, il y a un truc qui a changé là ». Il y avait aussi ça. Donc on a essayé d'avoir différentes stratégies, et ça a marché. Mais des fois, on a aussi dû se séparer pour continuer un peu et avancer sereinement, parce que si toi, tu as le chien qui pine derrière, tu as déjà ta fatigue qui est physique. Si ça te rajoute en plus une fatigue mentale, c'est vraiment compliqué de continuer à avancer sereinement. Donc il fallait vraiment qu'on puisse avancer en ayant des chiens qui étaient calmes, même si on comprenait tout à fait l'impatience qu'ils pouvaient avoir, parce que ils avaient envie de courir, sauf que des fois, quand on a passé d'école, c'était pas possible de les laisser courir, c'était trop dangereux. Donc voilà, on s'adaptait du mieux qu'on pouvait, et en essayant de tenir compte des besoins de chacun, autant humain que canin. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? Oui. Ah oui, je crois. Absolument. Pareil, c'était dur. Alors, on le referait pas une deuxième fois. On va pas se dire, on remonte encore. Non, mais au Cap une autre Nord. aventure peut-être à vélo ailleurs. Ça c'est clair. On n'a pas investissement prévu. Non, on n'a pas de date, mais on a déjà des destinations. Alors de savoir quand on le fait et comment. Mais le voyage à vélo a vraiment pris le pas sur le voyage en van. Ça c'est clair. Et le van restera, on le gardera pour une semaine ou des week-ends.
Maintenant, au long cours, ce sera du vélo parce qu'on est, on a trouvé. On est mordu. Ouais, on est drogué là. Et donc voilà. Donc maintenant, c'est de choisir la destination et quand. Et de remettre des sous dans la tirelire. Et remettre des sous dans la tirelire. Toujours le nerf de la guerre, les C'est sous. ça. Mais bon, c'est important pour pouvoir continuer de réaliser ses rêves. Merci beaucoup pour ce partage super intéressant. Si les auditeurs veulent vous retrouver, donc c'est sur votre page Insta et votre site internet. Ils ont le même nom les deux ? Exactement. Oui. Donc pieds et pattes liés sur Instagram et piedsetpatesliés.fr sur Super. Internet. En tout cas, allez jeter un œil. Il y a trop de trucs super intéressants et notamment sur le site. Les articles sont ultra complets. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les deux et je vous dis à très bientôt. Merci Alicia. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.